Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Seb, mais également de Guillaume Rambourg, qui est le directeur général de GOG.com. Donc c'est un site de distribution de jeux en ligne qui s'appelait anciennement Good Old Games. Et donc on va parler un petit peu de la sortie de ce site en France, puisqu'il est désormais entièrement en français. Donc bienvenue dans Extra Life. Alors GOG, donc Good Old Games, donc pourquoi déjà avoir changé un petit peu le nom, comme ça en attaque directe? Parce que Good Old Games, c'est vrai que ça correspondait bien à l'identité du site, c'est un site où on pouvait initialement et toujours trouver énormément de oldies, donc des classiques. Des Good Old Games. Voilà, exactement. Bon vieux jeu. Et donc ils sont toujours là, mais vous avez changé néanmoins le nom, pourquoi? Bon, la raison elle est assez simple en fait. En 2012, on s'est rendu compte que on avait déjà signé un bon paquet de vieux jeux et il en restait plus des masses à signer. Bon, il en reste encore pas mal, mais on avait fait le gros du travail et on avait ce besoin de sortir d'autres choses. Donc on s'est mis à sortir des jeux indies, des jeux indépendants sur GOG. Même maintenant, on fait même des films et des documentaires depuis le mois d'août. Tout à fait, on va en parler. Donc du coup, bon, on s'est demandé, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va renommer le site en Good New Games? Non, c'est un peu compliqué. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, GOG, c'était un peu donné le synonyme du jeu sans DRM. Et on s'est dit, bon voilà, la marque, elle incarne ça, donc on va rester sur GOG.com. Alors du coup, lorsqu'on dit que GOG arrive en France, ça veut dire quoi exactement? Puisque oui, Good Old Games, GOG, c'est un site qui existe depuis maintenant quelques années, qui existe depuis, je l'avais noté, je l'ai perdu, depuis combien de temps? Septembre 2008. Septembre 2008. Et donc voilà, tout le monde peut acheter depuis septembre 2008 des jeux sur ce site. Donc ça veut dire quoi le sortir en France? Pour le moment, GOG, jusqu'à récemment, c'était assez élitiste, dans le sens qu'on avait uniquement le site en anglais, des prix en dollars, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour se rapprocher des joueurs français, parce que voilà, on n'a pas à attendre des Français qui se mettent à l'anglais, c'est plutôt à nous de nous mettre au français. Donc on a fait notre travail, donc le site est désormais entièrement en français, le support client, l'assistante technique est en français aussi, et on a fait aussi un forcing pour signer tout un paquet de jeux en français, donc là au lancement on a 270 jeux en français, c'est ça. Sur un catalogue total de 800. Le but c'était surtout de signer des jeux d'aventure, des RPG, parce que voilà, la partie linguistique est super importante pour ce genre de jeu. Très bien. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux nous parler? Moi, j'ai des questions parce que simplement le concept de Good Old Games, il est assez original. Donc, de base, on a une société qui s'est dit on va distribuer des jeux en ligne, mais on va s'attacher à des vieux jeux PC qui n'étaient disponibles que par émulation, donc de manière légale seulement si on avait les vieilles disquettes, ce qu'on n'a plus forcément de nos jours, et sans DRM, donc sans protection sur le jeu lui-même. Distribution numérique et DRM vont souvent de pair, c'est rare, donc comment ça en est venu à se lancer en fait Good Old Games? Bon, attention, là j'espère que les téléspectateurs vont pas s'endormir, mais je vais avoir une explication un peu historique en fait. Vas-y. Et en plus le timing va bien parce que le 9 novembre ça fera 25 ans que le mur de Berlin est tombé, et ce qui s'est passé c'est que mes patrons qui sont polonais, après la chute du mur de Berlin, ils devaient avoir à l'époque 17 ans ou à peine. C'est des grands fans de jeux, des fans d'Amiga notamment, et ils se sont dit bon, le mur est tombé, il y a un nouveau monde qui s'ouvre pour la Pologne. Donc ils sont partis en Allemagne, récupérer des jeux, et c'est des jeux qu'ils ramenaient en Pologne au début. Bon voilà, c'était pas très clair, c'était un peu les jeux sous le manteau qu'on vendait au coin de la rue, de l'import non officiel. Et puis ils se sont dit ouais, mais c'est génial, les Polonais ils rêvent d'avoir ce genre de jeu, il faut qu'on en fasse un business. Et ils ont créé CD Projekt en 1994, et CD Projekt en Pologne avait un problème principal qui était le piratage, parce que les Polonais n'étaient pas très riches, tout le monde avait un peu des combines pour récupérer des jeux à moindre coût, donc ils se sont dit comment on va faire pour convaincre les Polonais d'acheter des jeux. Et ils se sont rendus compte que les jeux qui marchaient le mieux étaient les rééditions de jeux classiques en version boîte. Ils avaient une édition des jeux, une collection qui s'appelait Extra Classica, les extra classiques en français. Et c'est des jeux qui sortaient à prix moindre, avec beaucoup de goodies dedans. Ils mettaient tout ce qu'ils pouvaient rentrer dans la boîte, le manuel, des autocollants, des CD audio, tout ce qu'ils pouvaient mettre, un prix bas. Ils localisaient les jeux en polonais, ils traduisaient les jeux en polonais. Et puis surtout, ils s'assuraient qu'il n'y avait pas de DRM ou quoi que ce soit qui puisse ennuyer les gens. Et ça marchait du feu de Dieu. Et bien sûr, 13 ans plus tard, en 2007, autour d'un café, ils ont eu cette idée, il faut qu'on fasse exactement la même chose, à échelle mondiale,
en anglais, il faut qu'on restaure les classiques, il faut qu'on les rende compatibles à nouveau avec Windows, désormais on a aussi Mac et Linux, il faut qu'on fasse tout ce boulot exactement pareil et qu'on montre aux éditeurs de jeux qu'ils ont des millions de fans partout qui rêvent de jouer à nouveau à ces jeux, et il ne faut pas les ignorer. Donc voilà un peu la genèse de GOG. Très bien. Et donc du coup, vous avez peut-être tiqué, là, si vous aimez le RPG, genre, CD Projekt, mais c'est par rapport à CD Projekt Red, les développeurs de The Witcher et donc là du prochain 3. Donc oui, en fait c'est la même boîte. CD Projekt Red, donc les développeurs de The Witcher 3 appartiennent à CD Projekt qui a donc GOG et CD Projekt Red. Exactement, on est la même famille, voilà. La famille CD Projekt, c'est un groupe qui est basé à Varsovie. Nous sommes des boîtes distinctes, même bâtiment, mais en société totalement différente. Ce qui nous rejoint seulement, c'est la maison mère et mon patron qui vient d'avoir ses 40 ans, donc c'est pas un vieux patron, et qui est toujours aussi fou de jeu, et c'est lui un peu qui insuffle la vision gamer chez CDP Red. Et, voilà. Donc du coup, on n'est pas surpris. Donc GOG distribue en ligne des jeux sans DRM, et The Witcher est un jeu de toute manière qui est vendu sans DRM également. Totalement. Donc voilà, Totalement. sur GOG. Sur GOG, pas uniquement, ce sera aussi sur les autres éditions, sauf que bon, si vous êtes sur Steam, vous voulez jouer offline, c'est un peu compliqué parfois. Voilà. Et alors, du coup, lancer Good Old Games à l'époque, super idée, mais comment tu vas négocier des vieux jeux vidéo qui, eux, avaient été créés avec des DRM à l'époque? Comment aller enlever ça? Il faut replonger dans le source? Comment ça se passe? Alors en fait, quand on a eu l'idée à la base, tout le monde nous a pris pour des fous quand on a eu cette idée, parce que tout le monde disait mais qui va vouloir acheter des vieux jeux? Ça a commencé comme ça. Et on a commencé avec Interplay en fait, qui à l'époque avait encore Fallout 1, Fallout 2, ils ont du MDK, du Earthworm Jim, enfin ils ont pas mal de gros titres. Et pas mal de leurs jeux n'avaient pas de DRM à l'époque. Et puis on a fait un premier deal avec eux. Et on a pu lancer comme ça. Par contre, après, c'est sûr qu'après Interplay, il a fallu convaincre les autres. Et on a eu le cas de tas de jeux où il y avait des DRM, comme tu l'as dit. Alors, ce qu'on a fait, on fait le travail nous-mêmes. C'est-à-dire que on n'a jamais le code source du jeu. On l'a jamais eu, on l'aura jamais. Excuse-moi, Guillaume, mais donc vous craquez les jeux? On aime bien appeler ça en anglais de l'ingénierie inversée. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais non, mais en fait, on utilise plein de combines pour un peu mentir à Windows, dans le sens que par exemple des fois on a des faux drivers qui font croire à Windows qu'il peut afficher 256 couleurs de façon à ce que le jeu en VGA il marche en plein écran. On a plein de combines comme ça, plein d'outils, soit internes, soit externes, qu'on utilise pour faire marcher les jeux. Vous utilisez aussi beaucoup l'émulateur DOSBox? DOSBox, pas mal, ouais. D'ailleurs, bon, il regarde pas la télé française, mais je passe le bonjour à Peter, c'est le patron de DOSBox, donc qu'on connaît depuis très longtemps. On utilise DOSBox, des fois on utilise ScumVM pour des jeux point and click, et puis des fois on utilise nos propres solutions à nous, notamment pour les jeux les plus durs à rendre compatibles à nouveau, c'est les jeux de l'époque Windows 95-98, et là on compte surtout sur nous. Comment se passent un petit peu les contacts justement pour récupérer ces vieux jeux? Donc j'imagine que vous contactez, parfois c'est un éditeur, parfois l'éditeur a disparu, parfois les droits appartiennent au créateur lui-même, donc c'est souvent très compliqué. Est-ce que vous avez un département qui est consacré à ça, traquer genre les ayants droit, ou rencontrer peut-être les développeurs d'origine? Comment ça se passe? On a un département business, on a 4 personnes dedans, et ils scrutent absolument tous les jeux qu'il y a sur le marché, que ce soit les jeux passés ou les jeux futurs. Et quand il s'agit des jeux passés, on effectivement fait pas mal d'enquêtes légales pour savoir qui possède les droits de tel ou tel jeu. Ce qui est assez marrant, c'est que des fois, quand on va voir les grands éditeurs, on leur dit voilà, on a fait notre enquête, nous pensons que vous avez encore les droits pour ceci ou cela. Ils s'en rappellent plus. Et ils s'en rappellent pas. Et des fois, ils nous demandent même, mais vous auriez éventuellement des PDF à nous donner ou quelque chose. Et on arrive à montrer à leur avocat qu'ils ont encore leurs droits. Et puis ils font leur contre-enquête. Ils disent ah oui, mais c'est vrai, vous avez raison, super. Et ben hop, on les ajoute au contrat. Voilà. Ok, c'est marrant. Et donc justement, on parle de gros éditeurs, et donc lorsque tu as un site de distribution de jeux en ligne sans DRM, évidemment pour les vieux jeux ça passe, mais pour les jeux récents, donc avec des gros comme les Activision, les Electronic Arts, le Ubisoft, ça doit être nettement plus compliqué. Et donc voilà, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des techniques d'approche? Quel est votre argumentaire un petit peu pour faire en sorte qu'ils laissent tomber leur DRM sur certains titres énormes? Alors souvent avec notre équipe business, on aime bien rigoler en interne, on s'appelle les mentalistes, comme les invités, parce qu'on doit, on doit constamment lire ce qui se passe dans la tête de nos interlocuteurs. Notre postulat de base avec les éditeurs, c'est le suivant, c'est avez-vous jamais rencontré une société qui produit des DRM et qui peut vous garantir que le jeu ne sera pas craqué en moins de 2 semaines après la sortie?
Et on sait très bien que c'est impossible, parce que les jeux sont craqués soit le jour même, soit avant. Mais d'ailleurs, ils le savent et ils disent couramment que les DRM, c'est pas pour empêcher à tout jamais que ce soit craqué, c'est pour retarder et permettre aux premières ventes de se faire. Oui, mais bon, retardé de 2 ou 3 jours, moi si je suis un joueur, j'ai un joueur illégal, un joueur aux mauvaises mœurs, je préfère attendre 3 jours et l'avoir gratuitement. J'encourage pas le piratage du tout, mais c'est un peu les comportements qui se passent malheureusement. Donc nous, leur postulat, on leur dit voilà, vendre les jeux sans DRM, on n'impacte strictement rien, on n'encourage strictement rien, les jeux sont craqués quoi qu'il arrive. À ce sujet, j'ai une anecdote assez révélatrice. Quand on a sorti The Witcher 2 sans DRM en 2011, c'est notre premier test d'un nouveau jeu, AAA, enfin un gros truc, sans DRM. Toute l'industrie nous a pris pour des fous, en nous disant mais vous vous tirez une balle dans le pied vous-même, le jeu va être piraté à cause de GOG, CD Pirate va pas se faire d'argent. Et en fait, le jeu a été craqué avant la sortie. C'est pas la version GOG qui a été craquée, c'est la version physique DVD dans l'usine où ils pressent les DVD. Comme d'habitude, un DVD qui part, on ne sait comment, d'une palette. Le jeu a été craqué et cette version-là avait un DRM. Donc en fait, la boucle est bouclée et notre argumentaire était en béton armé après ça. On a dit, vous voyez, donc on n'impacte strictement rien du tout. Et du coup, on est là pour monétiser des pertes invisibles. Ouais. Et donc du coup, est-ce que vous, très souvent quand même, en discutant avec beaucoup d'éditeurs, c'est assez déprimant de sortir un jeu sur PC, tu envoies 1 million et tu regardes un petit peu les chiffres, tu sais qu'il y a 20 millions de personnes qui y jouent. Tu en as vendu 1 million. Ça fait mal. Et comment est-ce que vous, comment gérer ça et comment l'orientation, ok, on ne met pas de DRM, peut faire changer les choses et peut-être encourager les gens tout simplement à acheter les jeux. Comment ça se passe? C'est vrai que c'est pas évident parce que du coup, oui, il y a une certaine moralité qui est nécessaire tout de même. La question de base, c'est pourquoi les gens piratent, la première, ou alors pourquoi les gens sont devenus si accros aux promos sur le net. Je pense que la raison de base, c'est que l'industrie du jeu vidéo n'a pas réussi à convaincre les gens à acheter des jeux à leur sortie. Souvent, les prix sont exagérés. Il y a des règles mathématiques farfelues qui veulent que $50 deviennent 50 €, par exemple. Alors, est-ce que c'est juste? Je ne le crois pas. Le jeu, en plus de ça, quand vous faites l'effort de mettre 50 € de votre poche, il est bourré de DRM. Qu'est-ce que c'est une récompense ou une punition? J'ai un peu des doutes là-dessus. Et en plus, avec le contexte économique mondial, 50 €, c'est pas rien pour beaucoup de joueurs. Et la moindre des choses, ce serait de les respecter et de leur donner une expérience plaisante, juste, et que ce soit facile, non seulement d'acheter, mais ensuite d'installer et de jouer. Et le problème, c'est que les éditeurs, la plupart du temps, ne remplissent pas ces conditions-là. Et je peux pas blâmer certains joueurs pour malheureusement pirater. Moi, mon rôle, c'est de leur donner des bonnes raisons d'acheter, pas de pirater. Alors après, moi j'ai eu l'argument inverse que sur le jeu vidéo, avec l'explosion des budgets, en fait, qu'en fait on devrait être bien content que les jeux ne coûtent pas plus cher, dans le sens où ils n'ont pas du tout évolué avec l'inflation et le prix de production en fait des jeux par rapport à ce qu'on voyait à l'époque sur ordinateur. Mais après, ça excuse pas forcément. Alors tu dis $50, 50 €, ça c'est vrai. Et il y a des pays qui sont encore plus impactés, comme l'Australie. Voilà, c'est le malheureux exemple. Ils n'ont pas de chance là-bas. Et puis 50 ou 70. Et alors, ce qui est intéressant, donc tu parlais des promotions effectivement, que pour parler des boutiques numériques que sont Steam, Origin, Good Old Games, GOG maintenant. Il y a des promos régulièrement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, ça? On sait que c'est un vaste sujet pour les joueurs PC, mais... C'est un vaste sujet. C'est simple. En 2011, c'est assez drôle. En 2011, j'ai eu une interview avec un média dans lequel j'avais dit que je pensais, en tant que joueur, que les promos sont bien pour le porte-monnaie, mais je n'étais pas certain que ce soit bon pour la cause du jeu vidéo, parce qu'au final, les gens collectionnent plus des jeux qui n'ont même pas le temps de jouer. Et on a tous, et je suis sur une foultitude de jeux, que ce soit sur son téléphone ou sur son PC ou quoi, qu'on a acheté pour 2-3 € et qu'on ne joue jamais. Ce qui m'attristait. Malheureusement, les propos ont été un peu mal relayés et il y a eu une énorme fronde des joueurs qui disaient « mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, ce français, les promos sont bonnes pour moi, j'adore ça ». D'ailleurs, maintenant, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des études qui prouvent qu'effectivement, ils ne jouent pas aux jeux qu'ils achètent, mais bon, ça c'est autre chose, bref. Et donc du coup, on a dû justifier GOG, pourquoi ne fait-on pas plus de promos? Parce qu'on en faisait à dose homéopathique, on a dû vraiment justifier pourquoi tout le monde en fait, sauf GOG. Et puis on a pesé le pour et le contre, on s'est dit bon c'est vrai, les gens ne comprennent pas nos arguments, il faut qu'on suive la locomotive, il faut qu'on ait aussi nos propres promos, donc on a dû emboîter le pas. Alors oui c'est sûr, les promos ça fait des ventes sympathiques,
Tes deuxième, troisième, quatrième vie pour les ventes de jeux. Voilà, mais moi je réfléchis jamais à court terme, je réfléchis développement durable et on a assez de données suffisantes pour voir que oui, ça marche une fois ou deux, ça permet de mettre de l'argent en banque pour le développeur, pour l'éditeur, c'est super. Mais après, cet argent, il est bien investi sur d'autres choses. Et puis, les promos, on ne peut pas en faire 50 par an sur le même produit. Alors, en fait, avec le concept des vieux jeux, justement, qui ont déjà été mis en promo à l'époque, effectivement, à un moment, tu arrives à un prix zéro et c'est plus tenable. Ouais. Comme on dit souvent au bureau, hein, je ne sais pas si je pourrais le traduire en français facilement, mais on dit que c'est un peu une course vers le bas, c'est-à-dire c'est une course vers les tréfonds, en fait. C'est pas tirer la noble cause du jeu vidéo vers le haut, je trouve que ça tire un peu vers le bas. Mais à nouveau, je critique pas, c'est bien pour le porte-monnaie des joueurs, surtout vu le contexte économique actuel, mais moi j'aimerais qu'ils aient le temps d'y jouer, quoi, pas uniquement le temps d'acheter. Moi, tous les services numériques, j'ai ce même problème, que ce soit le jeu ou la télé, par exemple Netflix, moi je passe mon temps à ajouter des titres à ma playlist, et c'est super, je me sens intelligent, wow, j'adore, mais je les regarde jamais. Donc quel est l'intérêt? J'ai peur qu'à terme, on se lasse. On se lasse du média lui-même, du jeu vidéo, et qu'un jour on se dise bon allez, j'ai eu un enfant, j'ai une famille, je vais arrêter de jouer. Et je veux pas qu'on en arrive là, ça m'attriste. Ok, je comprends l'argument. Un truc qui est bien, quand il n'y a pas de DRM, c'est que tu parlais d'enfants justement, et avec les DRM, tu peux pas transmettre à tes enfants tes vieux jeux, ton patrimoine, tes histoires. Ça, c'est carrément une autre problématique, parce qu'avec le démat, oui, c'est genre l'évolution des plateformes, etc. Il est clair, je suis pas sûr que les jeux qu'on télécharge aujourd'hui, on puisse nous y jouer dans 5 ans. On sait pas. Donc, et donc du coup, il y a une espèce de pari. Bien sûr, pour les gros sites comme ça, c'est plus rassurant. Mais sur des sites qui sont par exemple liés à des consoles de salon, on peut se poser la question de la pérennité de ces titres. Moi, les jeux que j'ai téléchargés sur PS3, par exemple, si je les rachète pas sur PS4, est-ce que je pourrais y jouer dans 4-5 ans? Je sais pas. Je suis pas sûr. Donc, la rétrocompatibilité, c'est un autre sujet, mais c'est aussi un sacré gros problème. C'est clair. Et alors Guillaume, donc là tu portes un joli t-shirt GOG.com Galaxy. Et justement, le problème de GOG, c'était que contrairement à Steam Origin, il n'y avait pas de client, de logiciel à côté pour gérer sa bibliothèque. Donc on nous promet Galaxy, le client GOG, depuis un moment. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors Galaxy, on l'a lancé à l'E3, c'était au mois de juin. Si. Hein? Et pour la première fois, ça a été annoncé à l'E3, c'était pas avant? Non, pas avant, c'est à l'E3. Déjà? Je me souviens, j'étais sur scène et... Parce que ça fait un moment que j'en entends parler. Non, c'était au mois de juin, c'était début juin. Tout début juin, la semaine avant l'E3, quelques jours avant l'E3. Ok. En fait, GOG Galaxy, juste pour clarifier... mais attends, l'E3 où il y avait le trailer de Witcher 3, là, on a tout oublié à côté de ça. C'est ça, mais t'as raison. Je suis content que tu t'en souviennes du trailer. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse plus d'efforts du côté GOG pour nos trailers à nous. Mais bon, on n'a pas le même budget que CD Projekt aussi. Donc, eux, ils ont l'image de synthèse, nous, on fait ce qu'on peut. Non, mais GOG Galaxy, c'est pas uniquement qu'un client, c'est un écosystème en fait online, dans le sens que il y aura, pour faire simple, il y aura 2-3 fonctionnalités principales. La première, c'est on va enfin pouvoir avoir des jeux online, donc simplement jouer entre joueurs un FPS à 32 par exemple. Sur les vieux jeux? Même les jeux récents, donc ça va être notre pendant de Steamworks pour ceux qui connaissent, parce que jusqu'à présent on avait uniquement des jeux single player, enfin majoritairement, et il faut qu'on fasse un pas vers le online pour pouvoir signer les prochains gros titres, gros blockbusters. Donc il y a cet élément online pour jouer. Il y a le client, tu as raison, le client qui est totalement optionnel, donc on ne forcera jamais les joueurs à utiliser un logiciel de plus alors qu'ils ont déjà 50 sûrement sur leur PC. Donc le client, c'est pour avoir du patching automatique de jeu, pour avoir des notifications, etc. Ça optimise l'expérience. Mais s'ils ne veulent pas avoir un logiciel de plus, il n'y a aucun souci. Ils peuvent continuer à utiliser GOG sous sa forme web, à patcher les jeux manuellement, les bons vieux fichiers exe qu'on installe à la main, etc. Il y aura vraiment les deux expériences, ils ont le choix. On ne force jamais rien. Et la troisième chose qu'on veut faire, c'est une fonctionnalité qu'on appelle crossplay. Ça veut dire qu'on veut permettre aux joueurs GOG, aux joueurs Steam de se voir au sein même des jeux et de jouer ensemble. Donc on a 2 jeux pilotes pour le moment qui font ça. Il y en a un qu'on a à l'E3 qui s'appelle The Witcher, quel hasard. Adventure Game, c'est une adaptation vidéo du jeu vidéo de la version pen and paper d'un RPG qu'ils ont créé en boîte. Et on a reçu 100 000 demandes pour des clés pour la version bêta. Ça ne veut pas dire qu'on a eu 100 000 joueurs à la fois, on ne va pas mentir, même si ça nous a permis de tester l'infrastructure, etc. Et là, il y a 2-3 semaines, on a lancé Alien vs Predator, la version classique de 2000 ou 2001. On a remis dedans GOG Galaxy pour que les gens puissent jouer online. Et le jeu, à terme, les joueurs Steam et GOG vont pouvoir jouer ensemble. Mais
Par quelle magie et quelle entente avez-vous avec Valve pour faire ça? On a créé en fait une technologie qui permet de faire ça. Donc dans la version Steam, les développeurs ont juste à mettre une petite DLL, un petit fichier qui va activer, sans que le joueur le voie, va activer la communication entre les deux versions, la version GOG et la version Steam. Et notre but, c'est que si le joueur achète le jeu sur Steam, il utilise juste son compte Steam, c'est tout. S'il l'achète sur GOG, il utilise son compte GOG, c'est tout. Et GOG Galaxy est vraiment en arrière-tâche, en arrière-plan, et connecte les joueurs. On veut pas demander à un joueur Steam d'utiliser un compte GOG, comme on veut pas demander à un joueur GOG d'utiliser un compte Steam. D'accord, du coup vous communiquez ensemble un petit peu avec Steam justement ou Oui, on a eu quelques discussions. D'accord. Il y a aussi CD Projekt Red dans le cadre du Witcher Adventure Game qui a pris le pouls auprès de Valve et Valve était ouvert à l'idée. Très bien. Donc il y a d'autres jeux qui vont suivre. C'est cool, c'est plutôt une bonne chose. On aimerait que ça se fasse aussi sur console. Dans le cadre des boutiques numériques, effectivement, on a Steam qui est le mastodonte aujourd'hui du marché, mais on sait qu'un marché concurrentiel est de toute façon plus avantageux pour les joueurs. On peut qu'encourager la progression d'alternatives positives pour le joueur, évidemment. Le problème principal maintenant pour les joueurs, c'est d'avoir trop de plateformes. Ils ont 3, 4, 5, 6 comptes différents, ils achètent les jeux ici et là, donc c'est vraiment fragmenté, ils ont leurs jeux un peu partout éparpillés. Et je pense que d'avoir... Est-ce qu'il va y avoir une méta-plateforme ? Ce qu'on aimerait, déjà la méta-plateforme de base, ce serait d'avoir les jeux sans DRM, peu importe où on les achète, ça ce serait super, donc c'est vraiment ce qu'on évangélise. La deuxième chose serait pour les jeux online de permettre aux communautés de se retrouver et de jouer ensemble. J'aimerais que si tu achetais ton jeu, j'espère sur GOG et moi sur Steam, qu'on puisse jouer ensemble et que j'ai pas à stresser de savoir tiens, où mon pote a-t-il acheté son jeu, que faire pour jouer ensemble. C'est pas des questions que les joueurs devraient se poser, ils devraient juste acheter un jeu peu importe où, et puis jouer avec leurs amis, c'est tout. Alors GOG vient de se lancer en France et j'ai noté qu'il y avait quand même pas mal de petits studios français qui n'étaient pas encore liés à GOG. Est-ce que vous avez des contacts particuliers avec eux pour essayer justement de faire en sorte que leur jeu arrive sur cette plateforme? Et je pense à Amplitude par exemple, je regardais Dungeon of the Endless, il n'est pas téléchargeable sur GOG. Est-ce que vous avez des contacts particuliers avec les studios français? On a pas mal de contacts avec les studios français. Est-ce que tu penses que ça va évoluer ça? Ce qui se passe souvent, c'est que les meilleurs jeux français, malheureusement, ou heureusement, les droits sont détenus par les éditeurs la plupart du temps. Et c'est par eux qu'on passe. Donc tous les éditeurs français, on est en contact avec eux. Les développeurs français, souvent, ont des difficultés pour conserver les droits de distribution numérique eux-mêmes. D'accord. Voilà. Et dernière petite question, on a vu en projet donc des films sans DRM. Donc j'ai regardé un petit peu le catalogue, c'est essentiellement du documentaire là pour l'instant. Donc déjà pour le jeu vidéo, ça doit pas être facile de convaincre les plus gros de distribuer leurs jeux sans DRM. Alors pour l'industrie du cinéma, j'ai l'impression que c'est un peu mission impossible. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez rencontré des Universal, des Warner, des Disney, etc. Les contacts, en fait, ils sont assez anciens. Ça fait 1 an et demi que je travaille là-dessus. J'ai effectivement rencontré les 10 grosses boîtes principales du cinéma, les majors, comme on dit. On va dire qu'il y en a grosso modo 10. J'en ai rencontré 8 sur les 10, pour être exact. Et il faut savoir que les ventes de DVD s'effondrent, c'est un fait, ils le savent, et les consommateurs le savent aussi. Et notre souhait de base était de donner une seconde jeunesse, comme on l'a fait pour les jeux, aux séries télé et aux films classiques des années 80-90. Donc on va dire du Rambo, du X-Files, du Goonies, du MacGyver, c'est ce qu'on voulait faire. Et on a approché donc les grosses majors, je les ai rencontrés. Et c'est des gens très intelligents, très pragmatiques, et ils avouent qu'effectivement le DVD n'est pas en grande forme, ils avouent que le DRM protège pas grand-chose, et entre quatre murs, oui, ils sont d'accord sur le principe de base. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu une sorte d'omerta, dans le sens que c'est une industrie beaucoup plus vieille, les dogmes sont beaucoup plus épais que l'industrie du jeu vidéo, et ce qu'il se passe, c'est que nombre de ces majors soutiennent des initiatives gouvernementales pour défendre les droits d'auteur, lutter contre le piratage, etc. Et Ils ne peuvent pas lâcher les DRM publiquement comme ça. Et leur crainte principale, c'est exactement ça, c'est de dire voilà, d'un point de vue business, on est tout à fait d'accord, ça se tient, on aurait vraiment beaucoup bossé avec vous, j'ai même eu 2 offres acceptées et on tenait vraiment le bon bout. Et au final, les offres ont été refusées pas par les gens qui travaillent du côté business, mais les gens qui travaillent du côté légal, par des avocats, pour faire simple. Justement pour ces raisons-là. On ne veut pas donner l'impression que si, que ça. Maintenant, la chose la plus drôle, et j'arrivais pas à le croire moi-même, quand je parlais à ces majors, elles avaient toutes une phrase, quasiment mot pour mot, qui était « Si l'un de nos concurrents, l'une des autres majors signe,
dites-le nous. Ouais, On ne veut pas être les premiers, mais on veut pas être les derniers. D'accord. Donc c'est une chaîne de peur en fait. La même chaîne de peur qu'on a avec le jeu vidéo, mais on y est arrivé parce qu'on a réussi à travailler avec les gens d'Electronic Arts, Disney, Activision, Ubisoft, on y est arrivé. Mais dans le cinéma, il y a beaucoup plus de dogmes et il y a surtout l'importance démesurée des ventes en salle, des tickets de cinéma, qui aussi s'effondrent. Mais bon, ils y tiennent comme la prunelle de leurs yeux. Et c'est difficile de convaincre les studios. Donc on est parti effectivement avec du contenu un peu plus modeste, des documentaires, des films indépendants, etc. pour faire notre étude de cas, pour leur montrer, voilà, les médias sont super excités, les joueurs, ils attendent que ça, ils veulent du MacGyver, etc. Maintenant on a des chiffres de vente, on revient vers vous avec tout ça sur la table, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Okay. Très bien. Il y a du boulot. C'est clair. Bah, bon courage. En tout cas, vous avez la possibilité tout simplement d'aller voir GOG.com, donc qui est entièrement en français dorénavant. Et il y avait une belle petite initiative. Là, c'est déjà passé, désolé, mais vous avez offert pendant 24 heures Little Big Adventure. Donc c'est rigolo puisqu'on a reçu Fred Reynal là tout récemment qui a présenté un 100% du vendredi. Et donc ouais, je sais pas, c'est marrant. Et ensuite, vous faites également des petites promotions, des apparitions spéciales sur les jeux français. Donc j'imagine que ça c'est quelque chose qui va sans doute perdurer et se faire régulièrement. Et donc ça peut être sympa d'une mise en avant comme ça des titres français, d'un catalogue un petit peu parfois oublié, peut-être même de faire des thématiques par auteur ou par éditeur, il y a plein de choses à faire. Les jeux français, il y en avait des très bons par le passé aussi. Oui, ouais, c'est clair. On a 20 ans de jeux français. Voilà. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci Seb, et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.